La Méditerranée au Moyen Âge. Quand on y pense, on imagine souvent des mondes qui se tournent le dos, qui se font la guerre en permanence, une mer qui sépare. Mais est-ce que cette image est vraiment la bonne? On va voir ensemble que la réalité, elle est beaucoup plus nuancée et franchement passionnante. C'est vrai que l'idée d'un Moyen Âge un peu sombre, un peu fracturé après la chute de l'Empire romain, elle est tenace. On parle d'un monde divisé où les civilisations s'ignorent. Mais pour la Méditerranée, est-ce que ça tient vraiment la route? Il suffit de regarder cette image pour commencer à douter. Observez bien ces rameurs. Leurs traits, leurs habits, tout nous dit qu'ils viennent d'horizons très différents. Ça, ce n'est pas une image de division, c'est une image de rencontre. En fait, la mer n'était pas du tout un mur, c'était un carrefour permanent. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue, il faut d'abord planter le décor. Qui sont les grands acteurs de cette histoire? En gros, on a trois civilisations majeures qui se partagent les rives de la Méditerranée. Ce qui est génial avec cette carte, c'est qu'elle nous montre à quel point tout ce monde est imbriqué. Au nord, on a l'Occident chrétien latin, qui est en pleine bourre. À l'est, l'Empire byzantin, le vieil héritier de Rome. Et puis au sud, tout le monde islamique. Et ces trois-là, ils sont constamment en contact. Parfois pour faire du commerce, parfois pour se taper dessus. Alors faisons un petit zoom. On a donc l'Empire byzantin. C'est l'héritier de l'Empire romain, mais version chrétienne orthodoxe, avec sa capitale incroyable, Constantinople. Ensuite, l'Occident chrétien latin. Là, c'est plus un puzzle de royaumes, un peu fragmenté politiquement, mais très dynamique, et uni par la foi catholique. Et enfin, le monde islamique, immense, qui va de l'Espagne à la Perse, et qui est cimenté par une religion, une langue et une culture hyper riche. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, malgré toutes leurs différences et même leurs guerres, ces trois mondes n'ont jamais cessé d'échanger. C'est peut-être la facette la plus surprenante de toute cette période. L'idée centrale, celle qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. La mer, elle unit bien plus qu'elle ne sépare. C'est une sorte d'autoroute de l'époque. Une autoroute pour les bateaux de marchands, pour les savants, pour les idées. Tout circule à une vitesse et une échelle qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Et cette carte, elle en est la preuve parfaite. C'est une carte du monde, réalisée par un géographe musulman, Al-Idrissi. Le truc incroyable? Elle a été commandée par un roi chrétien, Roger II de Sicile. Vous imaginez? Un savant musulman qui travaille pour un roi chrétien pour cartographier le monde. C'est un exemple magnifique de collaboration intellectuelle au-delà des religions. Autre exemple, dans la science cette fois. Ce que l'on voit là, c'est une page du canon de la médecine d'Avicenne, un médecin et philosophe génial du monde islamique. Son œuvre, une fois traduite en latin, est devenue le manuel de référence dans toutes les facultés de médecine d'Europe. Et ce, pendant des siècles. Le savoir médical, lui, n'avait pas de frontières. Il y avait même des lieux spécialisés là-dedans, comme Tolède en Espagne. C'était un peu le hub de la traduction. Là, on voit la cour du roi Alphonse X de Castille, qui a carrément monté des équipes de savants chrétiens, juifs et musulmans pour traduire les grands textes scientifiques arabes et hébraïques. C'était un vrai projet politique, absorber le savoir des autres pour s'enrichir. Et ces échanges, ce n'était pas que dans les livres, c'était aussi du business, très concret. Cette citation, elle vient d'une lettre du calife d'Égypte à des marchands italiens. En gros, il leur dit « Pas de souci les gars, venez faire du commerce, on vous protège et on vous laisse même avoir votre propre entrepôt, votre fundouk à Alexandrie. » Le commerce était tellement vital qu'on signait des contrats entre chrétiens et musulmans pour que tout se passe bien. Bon, mais attention, il ne faut pas non plus tomber dans l'image d'Épinal inverse d'un monde idyllique. Cette mer des échanges, c'était aussi, et en même temps, une mer de conflits, et de conflits très violents. Oui, parce que cette même mer qui servait d'autoroute commerciale était aussi un immense champ de bataille. Les empires avaient des ambitions territoriales, les villes marchandes comme Venise ou Gênes se tiraient dans les pattes, et bien sûr, il y avait les motivations religieuses. Tout ça a transformé la Méditerranée en une véritable arène. Ces deux images illustrent parfaitement le contraste. D'un côté, l'ordre, la puissance tranquille de la cour de l'empereur byzantin Justinien, un pouvoir millénaire, bien établi. Et de l'autre, le chaos absolu d'un siège, la violence brute. Les empires en place étaient constamment défiés. Si on survole rapidement, on voit que les moments de tension ne manquent pas. Au VIe siècle, Justinien essaye de refaire l'Empire romain. Juste après, au 7e et 8e siècle, c'est l'expansion fulgurante de l'islam. Puis la très longue période des croisades, de 1096 à 1291. Et on termine avec un événement absolument dingue en 1204, le piège de Constantinople. Et ce pillage de 1204, il faut s'arrêter dessus une seconde.
Parce que ce qui est fou, c'est que ce ne sont pas des chrétiens contre des musulmans, non. Ce sont des croisés, des chrétiens latins, qui attaquent et pillent Constantinople, la plus grande capitale chrétienne orthodoxe du monde. La croisade a été détournée pour des raisons politiques et économiques. Ça montre bien que les conflits étaient bien plus complexes qu'une simple guerre de religion. Alors, comment on réconcilie tout ça? Ces échanges incroyables d'un côté et ces guerres terribles de l'autre? Eh bien, c'est justement ça, tout l'héritage de cette période. En réalité, il ne faut pas voir ces deux dynamiques comme opposées. Il faut les voir comme les deux faces d'une même pièce. Le partage des savoirs existait en même temps que les guerres de religion. Le commerce florissant n'empêchait pas les rivalités politiques acharnées. La fusion culturelle allait de pair avec les conquêtes territoriales. Échanges et conflits étaient, en fait, les deux moteurs de cette époque. Et si on veut un résumé parfait de cette complexité, il faut regarder les grandes villes carrefour. Palerme, en Sicile, Venise, Tolède. Ces cités étaient toutes à la fois. C'était des marchés ouverts sur le monde, mais aussi des cibles militaires. Des lieux de traduction incroyables, mais aussi des points de tension permanentes. Elles incarnent cette double nature de la Méditerranée médiévale. Un monde où on créait autant qu'on détruisait. Et ça nous laisse avec une question finalement. Et si cette tension permanente entre le conflit et la coopération n'était pas juste une bizarrerie du Moyen-Âge? Et si c'était en fait l'un des grands moteurs de l'histoire depuis toujours? Une question qui, je crois, résonne encore pas mal aujourd'hui.